Bonjour mes amis, comment faire pour ne plus avoir de doutes en amour? C'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Je sais qu'on se pose souvent beaucoup de questions. Est-ce que l'autre va revenir? Est-ce que l'autre m'aime? Est-ce que l'autre m'a trompé? Est-ce qu'il m'a remplacé? Est-ce qu'on va rester ensemble, etc. Je vais vous donner une technique en 3 étapes qui permet de résoudre absolument toutes ces questions et ce sera tout simple dans cette vidéo aujourd'hui. Avant de démarrer, j'aimerais juste vous rappeler que en cliquant dans la description juste en dessous, vous avez accès à un quiz qui s'appelle Est-ce que mon ex va revenir? Qui va déjà vous ôter d'un doute. Est-ce que votre ex va revenir ou pas? Vous aurez toutes les réponses en cliquant dessus. Si jamais vous êtes sur mobile, il y a une petite flèche, un petit espèce de petit triangle en bas à droite. Vous cliquez dessus, ça apparaît et après ça, vous verrez en quelques questions, vous avez toutes les réponses. Alors, je sais que je me pose souvent des questions en amour et je rencontre des gens qui s'en posent encore plus que moi parfois. Comme par exemple, dès le début de la relation, on se dit tiens, j'ai rencontré quelqu'un de sympa sur un site en ligne, est-ce que cette personne va me répondre oui ou non? Après ça, on se pose d'autres types de questions, c'est est-ce qu'il m'a répondu, mais est-ce qu'il est vraiment intéressé ou est-ce qu'elle est vraiment intéressée? Est-ce qu'on va se rencontrer en vrai? Après ça, une fois qu'on se voit en vrai, c'est est-ce qu'on va s'embrasser ou pas? J'ai des doutes, je sais pas exactement. Après ça, une fois qu'on s'est embrassé, c'est est-ce qu'on va aller plus loin, faire l'amour ensemble ou pas? Après ça, une fois qu'on a fait l'amour, c'est est-ce qu'on va rester ensemble quelques jours? Est-ce qu'il va m'envoyer des SMS ou est-ce que ce sera juste une relation d'un soir? Et puis une fois que c'est arrivé, on a encore d'autres types de doutes derrière. Est-ce qu'on va rester ensemble longtemps? Tiens, il me regarde différemment, elle me parle pas comme d'habitude, est-ce qu'elle n'a pas rencontré quelqu'un d'autre? Et puis si jamais on se sépare, c'est encore d'autres doutes derrière, qui est est-ce que l'autre va revenir ou pas? Est-ce qu'on a une chance de se remettre ensemble ou pas? Et je sais pas si vous pensez comme moi, mais au bout d'un moment, c'est fatigant d'avoir tous ces doutes, on en a juste marre. On aimerait bien avoir une certitude, c'est que ce couple va marcher parce que c'est comme ça que ça se passe et parce que on a envie d'arrêter de se poser toutes ces questions qui sont juste fatigantes pour notre cerveau. Donc, je vais vous livrer ces 3 étapes pour faire le point dessus et j'aimerais juste vous rappeler quelque chose avant de vous les livrer, c'est que les doutes font aussi partie, c'est aussi l'une des beautés de l'amour, c'est que ce n'est pas quelque chose de fixe. Probablement que si vous étiez dans un mariage arrangé, vous auriez pas de doute, mais peut-être que ce serait un peu au moins sexy ou excitant. Maintenant, entre être dans un mariage arrangé d'un côté où il n'y a absolument aucun stress et se poser des questions toutes les 3 secondes, il y a une espèce de juste milieu qu'on va essayer d'obtenir aujourd'hui. Première question que je vais vous poser, c'est la toute première étape, c'est quel est votre rapport avec le doute et l'incertitude? Par exemple, on va prendre un autre sujet que l'amour. Est-ce que quand vous êtes dans votre travail, est-ce que vous vous posez toujours la question de est-ce que mon employeur va me virer? Est-ce qu'il n'est pas en train de passer un coup de fil? J'ai vu mon employeur passer un coup de fil. Est-ce qu'il n'est pas en train de passer un coup de fil pour employer quelqu'un d'autre à ma place? Est-ce que mon employeur m'a dit que c'était un CDI, mais est-ce que c'est vraiment un CDI? Est-ce qu'il n'y a pas me licencier d'ici 2-3 ans ou c'est bizarre? Tiens, en fait, mon employeur, je ne l'ai pas vu aujourd'hui et ça veut dire qu'il va me larguer. Enfin, vous voyez un peu le truc ou pas? Quand on rapporte ces questions dans un autre domaine de sa vie, on trouve ça un peu ridicule au final. On se dit, tiens, c'est bizarre, c'est vrai, je me pose ces questions en amour, mais je n'ai pas forcément ce genre de questions dans d'autres domaines de ma vie. Donc, la toute première question et la toute première étape de ce que je veux vous poser aujourd'hui comme question, c'est quel est votre rapport au doute? Pourquoi est-ce que vous avez autant de doutes aujourd'hui? Est-ce que ça vient d'une situation où vous avez déjà été trompé plein de fois et du coup, normal, si jamais, même dans un travail, si jamais j'avais été viré à chaque fois au bout de 5 jours, peut-être que je me poserais des questions quand j'ai un job et je me dis, tiens, oui, je peux en effet me faire virer parce qu'à chaque fois, je me fais virer au bout de 5 jours. Donc, okay, dans ce cas-là, c'est normal et c'est juste une peur qu'on a en nous et qui va venir se changer avec l'habitude. Autre probabilité qu'on ait ces doutes là aujourd'hui, c'est peut-être qu'on a été élevé dans un endroit où il y avait ce genre de doute. Peut-être que, je dis n'importe quoi et on se connaît pas, je sais que vous regardez cette chaîne mais on se connaît pas, peut-être que vos parents n'étaient pas fidèles ou peut-être que l'un de vos 2 parents est parti à un moment donné avec quelqu'un d'autre ou peut-être que vous n'avez jamais connu l'un de vos 2 parents. Ce qui vient créer, mine de rien, un terrain d'incertitude à la base parce que lorsqu'on n'est pas élevé dans une famille qui est unie, soudée, où tout se passe bien, ça peut venir déclencher parfois ce genre d'incertitude et ce genre de doute derrière. Donc la toute première chose à considérer, c'est que vous êtes peut-être dans un terrain qui est déjà sensible à ce genre de doute. Et ça, que ce soit de vos expériences passées ou que ce soit de votre enfance, il y a peut-être des choses à réaliser aujourd'hui et à se dire oui, en effet, je suis en train de douter, mais finalement, est-ce que, vu que mon père est parti quand j'avais 5 ans, est-ce que c'est pas juste normal qu'aujourd'hui j'ai quelques soucis par rapport à ça et que ce sont des questions normales que je me pose mais qui sont infondées? Déjà, le fait d'arriver à identifier d'où ça vient, à se dire que cette décision, même si on stresse, de dire que c'est peut-être une peur qui est infondée et de savoir et d'avertir l'autre, de lui dire écoute, voilà, il faut juste que je te prévienne, mon père est parti quand j'avais
j'avais 5 ans, et du coup, parfois, je montre des symptômes de doute, mais c'est juste, ne le prends pas pour toi, c'est juste que je suis comme ça dans ma façon d'être, et je viens corriger ça. Le fait d'identifier d'où ça vient, le fait de comprendre d'où ça vient, le fait de comprendre, de prendre un peu de distance par rapport à ça, de se dire, ok, j'ai ce problème-là, mais au fond de moi, quand j'utilise mon cerveau qui est un peu plus évolué, le cerveau qui est juste devant là, versus le cerveau qui est un peu plus primaire derrière, quand je prends un peu de temps pour réfléchir, je sais que finalement cette peur, elle est infondée et il faut que je travaille dessus. Et après ça, une fois qu'on a déterminé d'où ça venait, on va pouvoir acheter des livres par rapport à ça, sur le stress, sur la gestion de la confiance en soi, sur le fait de penser différemment, on va pouvoir travailler dessus. Mais tant qu'on n'a pas compris d'où ça venait, on ne peut pas avancer dessus. On est juste victime de tout ça et on pense que c'est normal et on pense que tout le monde vit la même chose que nous. En fait, non. On vit peut-être quelque chose qui est différent de par notre expérience. Deuxième point à songer, c'est la deuxième étape de cette vidéo aujourd'hui, et c'est une question qui est très importante, c'est est-ce que vous vous comportez avec ce doute partout de la même manière ? Ou est-ce que c'est juste dans le domaine amoureux ? On a vu tout à l'heure l'exemple ridicule de quelqu'un qui serait extrêmement stressé si son patron passait un coup de fil, de savoir à qui ce patron passe un coup de fil, est-ce qu'il va nous licencier ou pas ? Est-ce que vous êtes partout dans plein de domaines, ou est-ce que c'est juste dans le domaine amoureux ? Parce que ça peut être un indice aussi. Ça peut être un indice déjà que c'est dans ce domaine-là amoureux qu'il s'est passé quelque chose dans votre enfance, on l'a vu dans l'étape numéro 1, ou ça peut être aussi un indice que si je suis capable de me comporter différemment dans mon travail, pourquoi est-ce que je ne copie pas tout simplement ma façon de fonctionner de mon travail à ma vie amoureuse? Pourquoi est-ce que je copie pas simplement ma façon d'être avec mes amis, je suis probablement pas aussi stressé, à ma vie amoureuse? Parce que probablement que j'appréhende ça d'une manière différente. Alors oui, vous allez me dire, oui Antoine, c'est simple de me dire ça. Mettez-moi ça en commentaire d'ailleurs au passage ce que vous en pensez sur l'étape 1 et l'étape 2. Est-ce que vous pensez que oui, c'est peut-être trop simple comme réponse de simplement dupliquer? Mais moi aujourd'hui, quand je me comporte différemment dans le domaine amoureux d'avec mes amis, je me demande si je suis pas en train de créer un problème qui n'existe pas. Tiens, c'est marrant. À un ami, j'aurais jamais fait ce genre de réflexion, alors qu'à ma femme, je me permets de lui faire. Donc, c'est anormal. Donc, c'est un biais cognitif qui vient changer mon comportement, qui vient changer la façon dont j'appréhende cette chose-là, et qui fait que je me comporte pas de manière normale ou détendue. Et je baisse la tension qui est en moi, je viens transformer ma façon de communiquer. Et par exemple, si jamais une situation pourrait être identique dans mon travail ou avec mes amis, je viens copier une façon dont je me comporte à cette situation-là. Alors oui, bien sûr, un mariage, c'est super important, et l'amour, c'est bien plus important que des amis ou un travail. Encore une fois, c'est juste entre vous et vous. C'est votre façon d'appréhender l'amour. Il y a des gens pour qui l'amour est moins important, ça c'est pas français. Il y a des gens pour qui l'amour est moins important que le travail. Il y a des gens pour qui l'amitié est plus important que l'amour. Si aujourd'hui vous mettez l'amour sur un espèce de sommet comme un espèce de Graal, bien évidemment, vous aurez plus de problèmes, vous aurez plus de tensions, vous serez bien plus stressé. Donc c'est aussi l'occasion de se demander quelle est la place que vous consacrez à l'amour dans votre vie aujourd'hui. Est-ce que vous n'en avez pas des attentes démesurées? Troisième chose à étudier quand on se pose trop de questions, quand on a trop de doutes sur l'amour en général, que ce soit, encore une fois, on l'a vu, qu'on pouvait se poser des questions dès le début, avant même qu'on se rencontre et qu'on s'embrasse, on peut se poser des questions pendant le couple, lorsqu'on s'est séparés. Demandez-vous comment est-ce que vous pouvez vous comporter aujourd'hui pour réduire ces doutes-là. Si par exemple, vous, ce que vous cherchez sur Terre, c'est être dans une relation de couple. On a parlé de la même chose dans la vidéo de hier ou d'avant-hier. Si votre but sur Terre, c'est d'être dans une relation de couple, venez tout simplement diminuer la pression sur une personne en peut-être, par exemple si vous êtes en rupture amoureuse, mettez-vous peut-être pendant cette rupture amoureuse sur un site de rencontre pour rencontrer d'autres personnes. Parce que votre but ultime, c'est bien sûr, vous êtes amoureux de cette personne, mais c'est surtout d'être en couple. Donc focalisez-vous sur votre but premier. Est-ce que votre but premier, c'est d'être avec cette personne ou c'est d'être heureux en amour? Est-ce que c'est d'être heureux en amour ou est-ce que c'est de créer une famille? Ou est-ce que c'est d'avoir des enfants? Ou est-ce que c'est d'avoir une vie au quotidien qui est sympa? On a tous tendance à penser qu'on recherche tous la même chose en amour, ce qui n'est pas le cas. Je vais vous raconter une petite histoire pour clarifier ce point numéro 3 qui n'est vraiment pas clair pour tout le monde, je le vois bien dans la salle. J'ai une femme qui vient me voir un jour, elle me dit voilà, je veux récupérer mon mari, il est parti, c'était l'amour fou, etc. C'était juste dingue, et c'est lui que je veux, c'est lui que je veux, c'est lui que je veux. Je commence à lui poser quelques questions sur leur relation, et je m'arrête à un moment donné, je marque un silence, je fais quelque chose d'assez dramatique, je prends un verre, je mets de l'eau dedans, je la regarde. C'est toujours important d'avoir un truc un peu dramatique quand on annonce quelque chose de fort. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu étais aussi amoureuse de lui? Elle me dit, parce que c'était l'homme de ma vie. Je dis, mais pourquoi c'était l'homme de ta vie? Elle me dit, parce qu'il avait plein de points positifs. Elle me décrit, il était ordonné.
Ok, c'est pas trop des caractéristiques d'amour, mais pourquoi pas. Il rangeait ses chaussettes, c'était bon, je fais ok, pourquoi pas, il range ses chaussettes, c'est bien. Elle me dit aussi après ça derrière, il était plutôt rigolo. Je fais ok, bon, c'est chouette, il est rigolo. Et elle me dit, on voulait avoir un enfant ensemble. Je lui dis, est-ce que le point le plus important là-dedans, c'était pas juste d'avoir un enfant? Elle me fait oui, j'ai 37 ans, je voulais avoir un enfant, absolument. Je lui dis, mais est-ce que tu vas avoir un enfant avec lui ou est-ce que tu vas avoir un enfant tout court? Et elle découvre en parlant avec moi que ce qu'elle veut le plus au monde, c'est avoir un enfant. Mais c'est pas forcément avec lui, c'est juste que vu son âge, à 37 ans, dans sa tête, elle ne pouvait pas avoir d'enfant après 40 ans, ce qui au passage est totalement faux. Dans sa tête, elle ne pouvait pas avoir d'enfant après 37 ans. Et comme elle était avec lui depuis 2-3 ans, dans sa tête, c'était les relations de 2-3 ans qui avaient un enfant. Donc elle ne pouvait pas le quitter, sinon son but d'avoir un enfant serait foutu. Et elle est partie après ça du cabinet. Quelques mois après, elle a fait des démarches pour adopter un enfant. Elle a adopté un enfant. Elle est super heureuse dans sa vie. Elle a rencontré un autre compagnon. Elle est super heureuse. Donc demandez-vous si aujourd'hui tous ces doutes, qu'est-ce qui viennent nourrir derrière? Quel est l'objectif final que vous voulez nourrir? Est-ce que c'est d'être en famille? Est-ce que c'est d'être en vacances avec quelqu'un? Est-ce que c'est d'être heureux au quotidien? Et si oui, pourquoi est-ce que tout ce que vous avez mis dessus comme stress ou comme pression, est-ce que vous ne pouvez pas l'avoir d'une autre manière? Comme par exemple adopter un enfant. Ça, c'est un cas extrême. Mais est-ce que si par exemple vous voulez aujourd'hui être heureux en famille, est-ce que vous ne pouvez pas par exemple emménager en colocation ou trouver quelqu'un d'autre avec qui emménager en colocation ou emménager en famille avec quelqu'un d'autre ou tout simplement trouver votre bonheur d'une manière différente. Ce qui fait que ça relâcherait la pression sur l'autre et ça viendrait monter votre propre niveau de confiance. On a souvent tendance à penser dans un couple, et ça c'est une phrase qui est super importante, je réserve ça pour la fin, pour ceux qui restent jusqu'au bout, les fidèles, les vrais. Ceux qui sont avant n'auront jamais cette phrase-là. En même temps que je veux que ce soit pour les vrais, ceux qui vont jusqu'au bout. On a souvent tendance à remettre les clés de son bonheur à l'autre, alors qu'on devrait posséder nos propres clés du bonheur. Citation. On devrait être soi-même la personne qui nous rend heureux nous-mêmes, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre nous rende heureux. J'ai un couple d'amis qui est en train d'exploser en ce moment. Et la femme du couple, en l'occurrence, ça aurait pu être l'inverse, mais dans ce cas-là, c'est la femme du couple. La femme du couple demande au mari de venir régler ses angoisses au quotidien pour son travail, de venir élever les enfants qu'elle a eu avec un autre homme et de venir subvenir à ses besoins alimentaires et d'être toujours présent près d'elle. C'est-à-dire qu'en fait, tout son bonheur entier à cette femme-là dépend uniquement de mon ami. Et au bout d'un moment, la pression, elle est juste dingue. Son rôle à lui, en tant que mari ou en tant que comme du couple, c'est a priori, c'est de vivre en communauté de manière heureuse et que cette femme-là trouve déjà son bonheur et que lui vienne en rajouter en plus. Mais il n'est pas responsable à 100% du bonheur et s'il n'est pas là ou s'il ne répond pas à ça, elle s'écroule parce qu'elle est comme une coquille vide. On est toujours responsable de son bonheur et de ce qu'on vit. Et l'autre doit être un plus. Il y a un joli dicton qui est très connu qui dit qu'il faut commencer par s'aimer soi-même avant de commencer à aimer quelqu'un d'autre et c'est le cas. Donc demandez-vous, est-ce que vous êtes dans une vie aujourd'hui où vous vous aimez ou est-ce que vous n'avez pas tendance à trop reporter ou à demander de choses à l'autre pour obtenir votre propre bonheur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Rappelez-vous qu'il y a un lien juste en dessous pour faire le quiz. Si jamais ça vous dit, mettez-moi des commentaires en dessous. Je réponds parfois, j'ai dit tous et je réponds parfois. Ça me fait en tout cas extrêmement plaisir de savoir qui suit ma chaîne. Mettez-moi un pouce vers le haut ou vers le bas. Faites-vous plaisir, faites-vous comme vous voulez. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.